Cette funeste prédiction ne fut pas loin de se réaliser puisque le veau de batterie avait déjà pris en 1970 80% du marché. C'est dans ce petit village corrézien de Sainte-Féréole que la résistance de certains éleveurs traditionnels allait commencer à s'organiser pour sauvegarder leur savoir-faire ancestral et faire entendre leurs différences. Un peu partout sur le bassin de production, et dès la fin des années 60, des syndicats d'éleveurs puis des groupements de producteurs voient le jour afin de trouver des solutions et des débouchés à leurs veaux élevés au pis. Ils se sont dit maintenant il faudrait qu'on fasse quelque chose pour mieux les commercialiser, de passer un peu outre ces rabatteurs et d'aller directement à des abattoirs. Donc de là est né donc le syndicat des éleveurs de la Marche, Vaudelay-sous-la-Mer. Et donc basé, le premier siège social était à Fursac, mais très vite délocalisé à la Souterraine. Donc en mai 68, d'autres dates, d'autres s'occupaient à faire autre chose. Ils ont créé, le groupement, le syndicat a été agréé. Groupement de producteurs. Chez nous, on dit qu'on l'avait, c'est nous qu'on a démarré les premiers. En Corrèze, ils doivent dire que c'est eux, mais je pense que ça s'est fait concomitamment, oui. À l'intérieur des volumes d'abattage, j'avais vu, on voyait ce qui était abattu en veau-sous-la-mer à l'époque et en veau de batterie. Et on s'apercevait quand on allait dans l'abattoir et qu'on regardait que finalement tous les veaux avaient la même appellation, c'était du veau Corrèze. Et c'est là que je me suis dit, il faut absolument faire que on puisse bien séparer les deux. De cette prise de conscience allait naître une démarche originale, surtout pour l'époque. Ces paysans, réfractaires à une agriculture productiviste, allaient devenir des pionniers en stratégie marketing en choisissant très vite de démarquer leur production, leur carcasse et leur viande jusqu'à l'étal du boucher, afin que l'on ne mélange plus Vaudelay-sous-la-Mer et veau de batterie. Dès 1970, ils s'engagent dans une démarche qualité, démarche quasi inexistante à l'époque, pour mettre leur production sous la garantie et la distinction du plus exigeant des signes officiels de qualité, le label rouge. C'est là qu'il a fallu tous démarquer, c'est là qu'on a été après au label régional, qu'il y a eu plusieurs labels, qu'il y a eu des démarcations, qu'on avait monté d'autres démarcations aussi à un moment donné, mais le label a quand même été la vraie démarcation pour moi. Et c'est vrai qu'il faut le reconnaître, ça a produit son effet. Il n'y a pas de doute, c'est du sérieux. Mais il a fallu batailler, mais enfin on y est arrivé. L'appellation veau-sous-la-mer était née. Avec cette dénomination pittoresque, qui disait bien ce qu'elle voulait dire, on ne pouvait plus ignorer qu'il y avait les veaux qui tétaient le lait sous leur mère, et puis les autres. D'autant plus qu'après le poulet aux hormones, les consommateurs allaient découvrir dans leur assiette le veau aux hormones, ce qui entraîna aussitôt un boycott de cette viande et mit en lumière les vertus du veau sous la mer. C'est-à-dire que la création, en 1974, c'était au moment d'un grand boycott du veau de batterie. Et les gens se sont mobilisés parce que les bouchers ou chevillards venus ne pouvaient pas vendre parce que tous les consommateurs assimilaient au veau de batterie. Alors on a essayé de faire, disons, une démarcation, quoi. On accompagnait nos veaux avec un certificat d'appartenance. Chaque éleveur accompagnait son veau et donnait un pouvoir de vente dans l'Hérault, l'Aude et les PO. Ça marchait très fort. Du mois de mai à décembre, on a fait 900 adhérents au syndicat. Dès lors, du fin fond des campagnes du Limousin, d'Auvergne, d'Aquitaine et de Midi-Pyrénées, les éleveurs de veaux sous la mer se rassemblent, montent des filières avec abatteurs et bouchers et se font entendre. Condamnés par les prévisionnistes, inadaptés à un monde en pleine modernisation, trop petits pour peser politiquement, ces producteurs s'accrochent à leur spécificité sans même le soutien des pouvoirs publics au départ. On a eu toute une démarche là, où on est allé voir les pouvoirs publics en disant après tout, on devrait avoir la même aide, puisque finalement on ne met pas de lait sur le marché, donc on n'augmente pas les volumes, et donc pourquoi on ne nous donnerait pas la même aide que ce qu'on donne par rapport à la dénaturation du lait. Et c'est comme ça que petit à petit on a enclenché un processus de négociation avec une aide des pouvoirs publics. Alors c'était ridicule au départ, on l'a fait augmenter en se battant, en faisant ci, en là, et après on est rentré, si vous voulez, dans des problèmes de qualité.
et les veaux labellisés avaient une aide plus importante, enfin et tout ça. Mais on a joué aussi bien au niveau de la gestion interne de l'association des groupements veaux que par rapport au pouvoir public. Ce qui fait que finalement, indirectement, comme l'aide était plus importante pour le veau labellisé, on a fait rentrer des groupements qui étaient réticents dans la démarche de labellisation, avec cahier des charges. Malgré ces quelques subsides, les experts du monde agricole continuent à pronostiquer la fin inéluctable du veau sous la mer. Ces paysans éleveurs ne sont pour eux que des Indiens folkloriques qui ne survivront pas au progrès de l'agriculture en marche. Personnellement, moi, la première fois que j'ai parlé du veau sous la mer, c'était à Bruxelles, mais c'était autour des années 70, puisque j'étais à la Fédération nationale bovine. Tout le monde se tournait autour de la table en disant quel est ce huluberlu barbu, puisque j'étais plus qu'aujourd'hui, qui vient nous parler d'un truc dont on n'a jamais plus parlé. D'ailleurs, il n'était pas condamné, personne n'osait dire dans une tribune professionnelle le veau sous la mer c'est fini, mais c'était pratiquement pareil parce que techniquement on n'investissait plus sur cette production. Et paradoxalement, donc, ce veau sous la mer, moi je dirais, a fait l'objet d'une erreur d'analyse, d'un contresens économique.